L'une des entreprises les plus puissantes au monde se restructure. Ce lundi, Google a pris tout le monde de court en annonçant sur son blog la création d'une nouvelle entité surnommée Alphabet. Alphabet servira de holding pour toute une série de sociétés, dont Google, détenue à 100%, sera la plus importante. Un nouveau Google, recentré sur son cœur de métier, le web. Sous son giron restent les principales activités, la recherche sur le net, la publicité, la cartographie, les applications, le système d'exploitation Android ou encore YouTube. Les activités périphériques et montantes, par ailleurs, seront séparées et dépendront directement de la maison mère. Le laboratoire sur le vieillissement, Calico par exemple, Fiber, spécialisé dans l'Internet haut débit, ou encore Nest, fabricant de thermomètres et autres objets connectés pour la maison. Le géant des nouvelles technologies entend ainsi se donner les moyens de développer ses activités les plus innovantes, des activités très coûteuses en recherche-développement, comme Google Glass ou encore les voitures sans chauffeur, Google Car. Avec près de 60% de part de marché, Google est désormais le moteur de recherche le plus utilisé à travers le monde et sa croissance s'accentue. Les pages web sont notre priorité, mais nos travaux s'étendent à des domaines comme les livres et donc les matériaux imprimés des bibliothèques ou les vidéos et toutes sortes de supports dont nous pensons qu'ils peuvent aider les gens à structurer l'information. Google est un moteur de recherche sur le web. C'est aussi une société qui se concentre sur les technologies innovantes et sur l'organisation de l'information à l'échelle mondiale. Beaucoup de choses se transforment en ce moment avec les appareils. Et il faut observer très précisément ces transformations qui ont des conséquences absolument colossales sur notre vie quotidienne, sur l'économie, sur la politique, sur l'activité militaire, sur l'espionnage. Et il faut s'y intéresser en particulier parce que, selon moi, de grands choix doivent se faire. Il faut être bien référencé dans Google. Google, c'est comme beaucoup de choses dans le monde globalisé dans lequel on vit, c'est un accélérateur des disparités, en fait. Ce que vous nous dites, en gros, c'est que Google est devenu un État, voilà, tout simplement, et que c'est aujourd'hui une entreprise qui a une position dominante telle qu'elle est inattaquable. Avec le pétrolier ExxonMobil et le groupe Apple, Google fait partie des 3 plus grosses capitalisations boursières de la planète. Cette performance sur les marchés se double de bénéfices records, 11,5 milliards de francs en 2013. En plus, ils ont un poids financier, ils ont une manne financière, une génération de cash derrière qui leur permet d'être indestructibles. Et qu'au fond, les États et les institutions sont impuissantes face à la puissance de groupes tels que Google ou Facebook. Les GAFA, c'est l'acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple, 4 multinationales omniprésentes dans notre vie qui ont la particularité de ne quasiment pas payer d'impôts en France en foutant la majorité de leur pognon dans des îles fiscalement paradisiaques. Les GAFA sont tellement puissants aujourd'hui qu'ils arrivent même à mettre les pays en concurrence sur leur taux d'imposition. Les mecs sont au-dessus des lois. Je te cache pas que c'est effrayant, ces mecs-là dirigent les futurs empires oppresseurs de demain. Et pendant que ces entreprises géantes payent ce qu'elles veulent quand elles veulent, les PME, elles, sont écrasées et pressurées afin d'éponger le déficit. Voilà, ces entreprises, aujourd'hui, dominent complètement les capitalisations boursières mondiales. Voilà, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft représentent pas forcément ça représente quand même plusieurs centaines de milliers d'emplois, mais ça, c'est uniquement les emplois directs. Vous imaginez bien derrière qu'il faut des gens pour produire les téléphones, qu'il va falloir des gens pour produire les systèmes pour les voitures, il va falloir, etc. Donc, ces entreprises-là sont en train de devenir les premiers employeurs au niveau mondial. Ces entreprises-là sont aussi en train de devenir des groupes qui vont contrôler petit à petit nos vies numériques. En tout cas, si on les laisse faire. Oui, d'abord un mot sur ce qu'on appelle les GAFA. C'est donc Google, Amazon, Facebook, Apple. Vous parlez d'un totalitarisme soft. Un soft totalitarisme numérique. D'un soft totalitarisme. Oui. On en est là. Ce que je nomme un soft totalitarisme numérique, c'est que les GAFA aujourd'hui, et quantité d'autres compagnies Oui, c'est les cas plus connus, les cas plus gros. Voilà, de l'Internet et du traitement des données, aujourd'hui ne se contentent plus seulement de vendre des produits ou des services, mais organisent ce que je nomme un assistanat algorithmique de la vie. C'est-à-dire de plus en plus de nous accompagner le long de nos existences. Le projet de prototype de la Google Car est emblématique de cela. Ça y est, la montre connectée à aiguille devient un objet véritablement grand public. C'est une caméra connectée qui a aussi un système de reconnaissance faciale. Alors ça sert à quoi? Eh bien ça va simplement servir à reconnaître les personnes qui rentrent et qui sortent de chez vous. Il y a quelque chose qui émane du monde numérico-industriel qui souhaite ne pas lâcher les individus, c'est un nouveau stade du capitalisme, c'est-à-dire une sorte de capitalisme intégral. Or ce seuil-là que nous vivons actuellement, il s'opère avec une vitesse extrêmement rapide. Vous le dites, c'est un phénomène, le phénomène de numérisation de notre société, les progrès de la technique
s'accélère. Vous parlez d'une dimension exponentielle qui est pratiquement, à vous lire, hors de contrôle. Voilà. Quand on parle d'informatique, habituellement, on cite la loi de Moore qui veut que les capacités des composants électroniques doublent tous les 18 mois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que sur un nombre croissant de domaines, les nanotechnologies, les biotechnologies, la neuroscience, l'intelligence artificielle, tout cela croît de manière exponentielle et surtout, Marjorie, tout cela se croise, ce qui va permettre d'utiliser au mieux les données dont vous parliez. Très concrètement, jusqu'ici, on avait des capteurs qui mesuraient notre activité. On est en train de travailler sur des autocollants invisibles qu'on va coller à même la peau, qui vont pouvoir nous scruter en permanence, et même des pilules dotées de caméras qui vont pouvoir voir ce qui se passe dans notre corps et rediffuser ça en direct. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de nos gestes qui témoignent, c'est-à-dire de l'infiltration de plus en plus expansive dans nos environnements quotidiens d'objets connectés. C'est le grand moment des objets connectés que nous vivons actuellement et qui va entraîner un témoignage de plus en plus étendu de nos gestes individuels et collectifs. Alors pas par... cette connaissance-là ne va pas être détenue par une seule figure omnipotente, comme dans George Orwell, Big Brother, mais par quantité d'entreprises qui font de cette connaissance de nos comportements l'occasion d'une marchandisation de plus en plus étendue de nos vies et également ce que je nomme une organisation algorithmique et impersonnelle de nos existences, qui est notamment le cas dans le champ du travail où toute une série d'ordres s'imposent aux individus sans qu'on sache exactement au nom de quoi cela se fait et selon quels critères et quelle est l'origine de cela. L'Agence nationale de sécurité américaine, la célèbre NSA, surveillait une bonne partie du monde en récoltant en temps réel des échanges sur Internet, Prism étant le nom du programme. On amasse un nombre de données qui est absolument mais qui est même inimaginable. C'est-à-dire qu'avant même tout ce qui a été révélé là par Snowden, qui est effectivement pas complètement nouveau, on avait appris il y a 1 an la construction d'un immense centre de données dans l'Utah pour la NSA. C'est un centre, en fait, où on allait stocker des données récoltées justement sur les réseaux, les téléphones portables, etc. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Ce centre, c'est un truc vraiment gigantesque. On pourrait y stocker à partir de septembre. À partir de septembre, il va être opérationnel là en septembre. Ah, ça va marcher, ça va ouvrir, si j'ose dire. L'équivalent de 250 milliards de DVD. Soit en quantité de données communicationnelles, on estime que c'est à peu près les échanges communicationnels de l'ensemble du monde pendant un siècle. À la maison, il y aura plein de nouveaux gadgets. On fera des photos avec ses lunettes, et si on veut un truc, on le fabriquera tout seul avec son imprimante 3D. Et puis il y aura des écrans partout, on sera relié au monde entier, carrément plus besoin de bouger. Tu as raison, l'avenir sera hyper connecté. À la maison, par exemple, on n'aura plus besoin de faire les courses. Le frigo établira la liste et l'adressera au magasin. Le monde technico-économique souhaite, ambitionne, c'est le modèle qui est à l'œuvre actuellement, ne plus nous lâcher dans nos existences, nous coller en continu. C'était le cas par exemple du prototype des Google Glass, qui pour l'instant est mis de côté mais qui va revenir. C'est-à-dire non seulement de ces lunettes dans lesquelles on a accès à Internet mais qui en même temps nous informent en permanence, nous suit en permanence. Nous suit, nous suggère, adossé à nos profils individualisés. C'est pareil avec les Google Car, c'est pareil avec les objets connectés. C'est une semelle chauffante, mais qui en plus est connectée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la piloter depuis votre smartphone et choisir la bonne température qui va arriver comme ça sous vos pieds. Ça fait d'autres choses puisque à l'intérieur vous avez un podomètre, un accéléromètre, donc ça va calculer vos pas, le nombre de kilomètres parcourus, les calories que vous avez brûlées, et c'est beaucoup plus précis qu'un bracelet qui est au bras. Bienvenue dans le monde de l'Internet des objets. À l'avenir, n'importe quel objet qui nous entoure pourrait être connecté. C'est la grande tendance du moment. Les objets connectés déferlent partout dans le monde. Un objet connecté, c'est un objet du quotidien relié à Internet qui récolte des données via des capteurs et utilise une interface, smartphone, ordinateur ou tablette, pour communiquer avec l'utilisateur. L'Internet des objets se décline aujourd'hui presque à l'infini. Clés fonctionnant à distance avec un smartphone, brosse à dents détecteur de caries, bracelet capteur d'ensoleillement contre les coups de soleil. Bref, une multitude d'appareils est apparue et même les grandes enseignes consacrent des rayons entiers d'objets connectés. Automatiquement, toutes les 30 secondes, l'appareil prend une photo. Donc, vous êtes en train de conduire vos enfants à l'école, vous êtes en train de faire la cour à une jeune fille, vous êtes en train de faire du sport, en train de manger, que sais-je. À chaque fois, toutes ces images sont enregistrées et vous pouvez ensuite les consulter sur une application mobile sur iPhone. En tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique, c'est ce qu'on nomme l'économie de la donnée. Car le numérique aujourd'hui est poussé, est fortement poussé, sa courbe, sa constitution, par les puissances économiques. Et actuellement, nous entrons dans ce qui est nommé l'économie de la donnée, c'est-à-dire toutes les données que nous ne cessons de disséminer, qui sont exploitées. Et je le redis, cela va être encore plus important et va s'amplifier par l'économie des objets connectés. C'est indissociable.
incroyable. Et par aussi, si on fait un peu de prospective de 2016, l'importance de l'intelligence artificielle, qui ne cesse de se sophistiquer, c'est-à-dire des systèmes qui sont capables d'interpréter des situations en temps réel et de nous suggérer quantité de choses ou de nous dicter des ordres, comme dans le cas du travail. C'est-à-dire qu'au nom de l'économie des sacro-saints points de croissance et de l'emploi, eh bien, on suppose que cette économie de la donnée est une économie inéluctable de nos sociétés, sans saisir le modèle civilisationnel qui est celui d'une marchandisation intégrale de la vie et d'une organisation algorithmique de nos existences. Avec 50 milliards d'objets connectés estimés en 2020, nous ferions bien d'apprendre à protéger nos outils.